Jusqu'à 13h30, les midis de culture. Nicolas Herbeau, Géraldine Mosna-Savoie. Notre rencontre quotidienne, c'est une conversation à trois voix avec notre invitée. Ce midi, elle est chanteuse lyrique, mezzo-soprano. Depuis le début de sa carrière, elle aime surprendre son public avec des rôles très différents, une façon de ne pas s'enfermer dans un répertoire. Tout aussi à l'aise avec la musique baroque qu'avec l'opéra français, elle aime aussi bien s'emparer des personnages de Mozart ou de Rossini que de ceux que lui proposent les créateurs contemporains. Notre invitée est une artiste éclectique, ouverte sur le monde, les scènes européennes se l'arrachent. Jusqu'au 11 juin, on a la chance de la retrouver à l'Opéra Bastille où elle interprète la belle Dulcinée dans l'opéra de Don Quichotte de Jules Massenet, mise en scène par Damiano Michelietto. Bonjour Gaëlle Arquez. Bonjour. Bienvenue dans les Midis de Culture. Merci de m'avoir invitée. Gaëlle Arquez, Don Quichotte n'avait pas été donné depuis plus de 20 ans à l'Opéra Bastille, 2002 la dernière fois, dans une mise en scène de Gilbert Deflos. Est-ce que ça fait naître une grande attente du public français et parisien et est-ce que ça fait peser sur vous une pression quelconque? Une attente certainement, même pour nous en tant qu'artistes, ce n'est pas un répertoire qui est donné, donc on a l'occasion d'interpréter. C'est une prise de rôle pour moi et on m'a invité à un remplacement en fait 3 semaines avant le début des répétitions. Donc il a fallu que je me réorganise et que j'apprenne urgemment cette partition que je ne connaissais pas. Je connaissais quelques extraits, mais vraiment, pendant mes études, je l'avais vraiment survolée. Dans les opéras de Massenet, on s'oriente plus vers les opéras les plus joués. Et j'avoue que ça a été une très très belle surprise. J'y allais un peu avec quelques a priori, quelques craintes même. Et j'ai découvert une partition sublime, un rôle qui est galvanisant à interpréter. Prise de rôle, prise de risque, donc aussi pour vous, ou est-ce que vous y alliez aussi un peu rassuré, parce que ce metteur en scène, Damiano Michelietto, vous le connaissez? Je connais Damiano depuis longtemps, c'est vrai, et puis j'ai pris le temps quand même de regarder la partition avant quand même de me jeter à l'eau. Qu'est-ce qu'on regarde dans une partition? Qu'est-ce que vous avez regardé? On regarde déjà on regarde la tessiture parce que normalement c'est composé pour une contralto qui est donc une tessiture de voix qui est légèrement plus grave. Alors après ça veut tout dire et rien dire à la fois, tout dépend comment la voix est traitée. Donc on regarde attentivement les registres de voix, l'intensité que ça demande. Si c'est un répertoire plus ou moins lourd qui va demander une endurance à la voix et donc peut-être créer une fatigue vocale qu'il faut anticiper. Et puis évidemment l'endurance que ça va demander. Quand la femme a 20 ans, extrait donc de cet opéra Don Quichotte. Gaëlle Arquez, c'est vous qu'on entend en train d'interpréter Dulcinée. C'est rare d'ailleurs chez Massenet qu'une femme ne soit pas au centre de la pièce. La Dulcinée, c'est l'un des 3 personnages phares de cet opéra, avec Don Quichotte évidemment et Sancho. C'est qui cette Dulcinée? Pourquoi avoir accepté justement ce rôle? Qu'est-ce qui vous plaisait chez elle? Alors déjà, j'ai accepté parce que j'aime défendre le répertoire français et que c'était un rôle qui manquait à
à ma liste de ce que j'avais pu expérimenter par le passé et que j'étais très curieuse en fait d'aborder ce rôle. Dans le répertoire de Massenet, j'avais fait mes débuts il y a très longtemps avec le rôle du prince charmant dans Cendrillon, et surtout actuellement le rôle que j'interprète, c'est le rôle de Charlotte dans Werther. Et donc là, voilà, c'était peut-être la troisième pierre à mon édifice massenéen, j'ai envie de dire. Tout de suite, quand on s'intéresse à l'histoire, bon, évidemment, de Cervantes, on a cette idée de cette femme qui est courtisée de tous et dont Don Quichotte s'éprend, à la grande différence que dans l'œuvre de Cervantes, elle reste un fantasme, elle reste un... Là, dans cette œuvre de Massenet, elle prend évidemment vie, corps, j'ai envie de dire. Il y a un rapport avec la sensualité qui est exacerbé. C'est un rôle qui est en même temps drôle à jouer, touchant, qui est très complet finalement, qui est jeune, donc qui demande aussi une énergie dans le jeu et dans la voix, une fraîcheur qui doit être permanente et qui doit aussi contraster avec le reste d'une musicalité peut-être un peu plus... sombre, un peu plus douloureuse aussi, avec tous les tourments que Don Quichotte traverse. La mise en scène de Damiano Micheletto se concentre, on peut le dire, sur la psyché en fait de Don Quichotte, qui est donc dans une forme de mélancolie. Alors je vais camper rapidement l'histoire, mais Don Quichotte, c'est ici une forme d'écrivain Oui, de poète en mal d'inspiration. On le voit apparaître sur la scène de l'Opéra Bastille dans un grand appartement où il va rester tout le long de ces 4 actes. Voilà, il est là, il va mal et il revit en quelque sorte son amour de jeunesse, qui est cette Dulcinée que vous interprétez. Oui. Et ce qui est très fort aussi dans cette mise en scène, cet espace qui quelque part a une espèce de huis clos dans lequel il ressasse ce passé et à force de ressasser, il en perd pied, il est très proche de la folie. Et d'ailleurs, il sombre dans des espèces de flashbacks comme ça qui le torturent, quoi. Et je trouve que cette scénographie d'avoir une pièce dont les murs se rétrécissent comme ça sur lui, crée un espèce d'étau qui est insoutenable. Vous avez parlé tout à l'heure, Gaëlle Arquez, d'a priori, quand on vous a proposé ce rôle. C'était des a priori qui avaient trait plutôt à la technique, à la voix, ou plutôt justement sur ce personnage de Dulcinée? Plutôt sur le personnage. Déjà, le personnage s'appelle la belle Dulcinée, donc c'est presque redondant quand on connaît un peu l'histoire. J'avais très peur de ça. Peur d'un peu du cliché, une Carmen 2 bis, j'ai envie de dire, mais version... Avec le côté fantasmé. Oui, voilà. Donc ça, c'est vrai que c'était une grosse crainte, et d'avoir quelque chose d'un peu gratuit aussi, de démonstratif, mais finalement qui ne touche pas, qui n'émeut pas. Et très vite, le fait de connaître Damiano, ça a énormément aidé aussi. Alors, il n'était pas au courant que je remplaçais au pied levé, donc on a beaucoup discuté. Et évidemment, je savais qu'en découvrant une de ses mises en scène, ça n'allait pas être gratuit. Rien n'est gratuit avec lui, rien n'est juste superficiel. Enfin, tout est censé, tout est justifié. Et c'est ce qui m'a permis aussi de créer... C'est ça qui est agréable quand on a une nouvelle production, c'est qu'on crée en même temps avec le metteur en scène, avec l'équipe artistique, avec les autres chanteurs, on crée tous ensemble. Et donc cette émulation fait qu'on s'approprie les choses. Donc vous n'avez pas joué, enfin vous ne jouez pas, Gaëlle Arquez, une Dulcinée fantasmée, cliché Non. Je n'espère pas, en tout cas. Mais non, je me suis approprié évidemment ce personnage qui fascine et qui attire, ça c'est indéniable. Mais là où il y a vraiment comment dire, le contraste, c'est l'émotion que procure Don Quichotte. C'est-à-dire que là, il vient la chercher à un endroit où elle n'a pas l'habitude d'être approchée de cette manière, d'être courtisée. C'est même plus être courtisée, c'est une espèce d'élégance d'âme, de propos qui vont vraiment la bouleverser.
Don Quichotte qui était donc éperdument amoureux d'elle durant sa jeunesse, et elle revient dans sa mémoire, dans ces sortes de flashbacks dont vous avez parlé, un peu hallucinatoires aussi, où on retrouve d'ailleurs du roman de Cervantes quelques épisodes marquants, puisque c'est une interprétation libre, effectivement, comme je l'ai décrit. Il y a évidemment Don Quichotte, cet amour pour la belle Dulcinée, il y a son combat contre les moulins à vent, il y a l'esprit chevaleresque aussi avec ces brigands qui apparaissent sur la scène. J'en dirai pas plus, mais c'est vrai que la mise en scène est assez merveilleuse à ce niveau-là, avec l'objectif de récupérer ce fameux collier pour le donner ensuite à la belle Dulcinée. Et c'est vrai que il est très émouvant, Don Quichotte. Mais vous aussi, dans votre interprétation de ce personnage de la Dulcinée, il y a quelque chose de très contrasté aussi, c'est-à-dire que c'est un personnage très fort, courtisé par tous les garçons, qu'elle renvoie dans les coins quand il le faut, et puis heurté en quelque sorte aussi quand Don Quichotte la demande en mariage. Il y a quelque chose qui se passe à ce moment-là. Je ne sais pas si elle se rend compte vraiment. C'est une scène atroce, ce moment où Don Quichotte rapporte le collier qui est pour lui gage de son dévouement, de son amour pour elle. À ce moment-là, toute la foule, et Dulcinée inclus, rit, mais se moque de Don Quichotte. C'est une humiliation telle sur la place publique qui est... on en a souvent discuté avec Christian, qui interprète le rôle de Don Quichotte, qui pour lui, c'est un moment, même en tant que personne, c'est atroce d'arriver à interpréter un moment de sincérité absolue et d'avoir en retour un rire collectif, mais un rire vraiment méchant, quoi. C'est de la méchanceté gratuite. Je pense que c'est vraiment sa réaction à lui et ses mots, parce qu'il a une réaction, des paroles tellement dignes en réponse à cette violence. C'est sa réaction à lui qui va vraiment être la claque pour Dulcinée. Et qui, encore une fois, il va aller chercher par ses mots et par son côté poète et sa grandeur d'âme une partie de Dulcinée qui est enfouie, mais dont elle n'est pas en contact dans ce quotidien un peu frivole, un peu léger. Et c'est là tout le drame quelque part, c'est que cette sensibilité, elle n'y a pas accès au quotidien. Et tout d'un coup, il ouvre une brèche, mais une brèche qui est en même temps d'une tendresse infinie, mais d'une douleur aussi difficilement acceptable pour elle. Don Quichotte interprété par Christian Van Horn. Et c'est vrai qu'hier, moi je vous ai vu hier soir sur scène, et on voit effectivement ce personnage de Dulcinée cette réponse fatale décrite et expliquée comme ça par Don Quichotte. Et puis ensuite, j'ai eu l'impression que votre personnage se modifiait, était plus pas tendre, mais peut-être plus à l'écoute du personnage de Don Quichotte. Déjà, sa réaction, encore une fois, est telle, on s'attendrait à ce qu'un homme explose face à une telle humiliation, en tout cas, et des propos, l'ego est touché, l'ego est humilié, piétiné face à tous. Quand vous dites la foule, c'est tout le cœur qui est présent sur la scène. Tout le cœur est là. C'est vrai qu'on se prend ces ha-ha, ces rires. Ces rires sont d'une violence incroyable, et le temps s'arrête, il accueille cette violence, et il reste là. Il ne part pas, il reste digne. Et je pense que pour Dulcinée, la foule s'en va, elle se retrouve seule avec un homme qui souffre. Non seulement il souffre, mais il la remercie. Il la remercie de sa transparence et il la bénit. Et ces paroles-là, pour elle, sont une explosion d'humanité et d'amour vraiment unique, qui ne laisse pas insensible. Ça vient forcément atteindre, et c'est une déflagration telle que les mots lui manquent, et d'ailleurs elle se retire peu de temps après. Nicolas l'a dit tout à l'heure, Dulcinée n'est pas le personnage principal, enfin au centre, devant la scène, mais ça reste un personnage clé de cette histoire. Comment on trouve la juste place, c'est-à-dire ne pas être le premier rôle, mais en même temps jouer quand même quelque chose qui doit permettre à l'intrigue c'est un ping-pong. Et à Don Quichotte d'être pleinement Don Quichotte. C'est un ping-pong permanent. J'ai la chance de partager la scène avec des interprètes incroyables, généreux. Enfin, c'est un plaisir que d'être sur scène avec Étienne Dupuis et Christian Van Horn.
Parce qu'il n'y a pas ce degré de tu es le rôle-titre, tu es un second rôle ou quoi. Non, on porte cette histoire tous ensemble et avec nos autres collègues évidemment. Et donc finalement, moi je suis au centre de ce trio. Malgré moi, Dulcinée est amenée à rencontrer Don Quichotte et se passe ce qu'il se passe, mais je n'ai pas eu à réfléchir plus ou moins à la place du personnage. Encore une fois, c'était agréable d'avoir le temps de ces répétitions avec le metteur en scène pour construire toute cette énergie et ces liens entre nous. Gaillard, quelle tonalité vous donnez à cet opéra? Le personnage de Don Quichotte est beaucoup moins comique, beaucoup moins burlesque que ce qui peut être dans le roman de Cervantes. Pour autant, il y a évidemment Sancho, interprété par Étienne Dupuis, vous l'avez dit, qui est là, qui apporte aussi une forme de légèreté. Oui. Mais c'est quoi? C'est un drame, une tragédie? Comment vous voyez? Je le vois comme un drame, oui. Oui, complètement. C'est vrai qu'avec Sancho, on est un peu les deux extrémités qui... On a besoin de ce contraste, de cette légèreté, pour respirer un peu, pour aussi redynamiser cette énergie sur le plateau. Et puis dans l'histoire, c'est vrai que Don Quichotte est très torturé. Tout de suite dans cette mise en scène, on le voit, il prend des cachets sur cachets, il boit, il essaye de gérer tant bien que mal ses obsessions, ses pensées dévorantes, j'ai envie de dire. Et en même temps, on le suit. C'est-à-dire que c'est Don Quichotte, quelque part, qui déteint sur nous. Il a cette espèce de profondeur d'âme qui forcément ne laisse pas indifférent. J'avais un amour immodéré pour toute la voix, en fait, depuis les débuts de la voix, les voix extra-européennes, la musique du Moyen-Âge. J'ai côtoyé longtemps Andrea von Ram, du Studio-Musik. Elle a enseigné à Bonn, parce qu'au début du festival, il y avait une académie d'été avec elle. La musique Renaissance, bien sûr, mais le baroque, je l'ai découvert très jeune aussi. Maman était rentrée, elle avait été invitée par des amis pour voir une des versions somptueuses de l'opéra de Rameau, Les Indes galantes, et elle nous avait transmis le virus ramiste, et papa, pour lui faire plaisir, lui avait acheté des suites orchestrales de Rameau sur des petits disques noirs qu'on trouvait à ce moment-là, et donc on écoutait en boucle du Rameau. Donc on avait 9-10 ans quand on écoutait Rameau, on écoutait Les Leçons de ténèbres de François Couperin, ça c'était un petit peu plus tard, j'ai déchiffré ça avec un de mes frères, donc la musique du 17e, 18e, on l'a découvert également tous ensemble, progressivement, et ça m'a vraiment fascinée. Mais toutes les musiques, en fait, me fascinent. La voix d'Anne Blanchard sur France Musique, c'était dans l'émission À portée de mots, c'était en 2006. Gaëlle Arquez, vous l'avez reconnue immédiatement, cofondatrice et directrice artistique depuis plus de 40 ans du Festival international d'opéra baroque et romantique de Beaune. Toutes les voix, toutes les musiques me fascinent, dit Anne Blanchard. Est-ce que c'est elle qui vous a transmis ce fameux virus ramiste, ou en tout cas virus de la musique baroque? C'est sûr que je lui dois énormément. Anne Blanchard m'a découverte quand j'étais encore étudiante au Conservatoire de Paris. Et tout de suite, c'est vrai qu'elle elle est rentrée en contact avec moi. Elle m'a parlé du répertoire baroque que je connaissais très très peu, ou plutôt juste le répertoire italien, on va dire, que j'avais un peu survolé pendant mes études. Je m'étais surtout concentrée à partir de Mozart, Rossini, mais c'est les prédécesseurs. C'est vrai que j'avais consacré très peu de temps. Et finalement, c'est grâce à elle, grâce aux enregistrements aussi qu'elle m'a prêté, aux partitions qu'elle m'a amené à découvrir et à interpréter, que j'ai pu ouvrir cette porte qui a été, je pense, l'une des claques principales, nécessaires, vitales à mon existence de chanteuse. Parce que vous aviez une mauvaise image de la musique baroque, parce que vous ne connaissiez pas, je ne connaissais pas pour moi. Je ne connaissais pas, j'avais un peu d'a priori sur l'esthétique des voix baroques françaises, que je ne me sentais pas appartenir à cette famille. Je n'avais étudié que très très peu cette musique, donc je ne me sentais pas légitime à l'aborder. Il y a des codes aussi qu'il faut maîtriser stylistiquement. Et grâce à son festival, c'est vrai que je crois 3 étés de suite, j'ai dû interpréter 3 opéras minimum par été, enfin ce qui est considérable. Et puis 3 opéras, mais d'époques différentes, en langues aussi différentes, avec des chefs différents. Et ça a été pour moi un apprentissage extraordinaire, parce que là, j'ai pu côtoyer pendant des semaines des artistes dont la musique baroque est vraiment
l'amour premier. Vous dites une claque, Gaëlle Arquez, mais qu'est-ce qu'elle a, la musique baroque? Qu'est-ce qui s'est passé pour vous? C'est difficile à décrire. J'ai découvert la musique baroque à une période où je me cherchais vocalement. Quand Anne Blanchard m'a découverte, j'étais soprano. Et c'est vrai que très peu de temps après, j'ai bifurqué dans le registre de mezzo-soprano. Mais c'est une différence radicale? C'est une différence radicale dans le répertoire. Dans la manière de chanter, c'est sûr qu'on va peut-être plus s'accorder à développer un médium de la voix, bien qu'il faut travailler toute l'ambitus de la voix, mais le choix des rôles va être du coup différent. Et cette transition a été compliquée pour moi parce que j'avais passé des années à rêver de Traviata, de bohème, d'un répertoire complètement différent. Et c'est difficile d'abandonner ses rêves de rôle. Et le baroque a été pour moi une boîte de Pandore où j'ai découvert des personnages fascinants, surtout que dans le baroque, on a ces personnages de la mythologie ou des, comment dire, des sorcières ou des choses qui m'ont parlé, où je me suis dit, tiens, là, j'ai aussi du matériel pour m'amuser, dans des conditions où ma voix ne sera pas mise en danger, où j'ai le temps aussi de développer ma voix, de développer ce registre médium grave qu'en tant que soprano, j'avais pas forcément développé, ou je m'étais pas attardée en tout cas. Et donc le répertoire baroque m'a permis, sans forcément avoir d'étiquette de mezzo, parce qu'à cette époque-là, il n'y en avait pas, de m'intéresser à ce registre de ma voix, dans un effectif orchestral qui n'est pas, comment dire, assommant, qui ne dévore pas comme le répertoire romantique, où il faut soutenir vraiment un volume sonore. Donc finalement, une approche humaine, avec des effectifs plus modérés, qui m'ont permis de me développer et d'être l'artiste que je suis. Gaëlle Arquez, je parlais d'éclectisme au début de l'émission, d'ouverture aussi. C'est vrai que quand on voit votre parcours, vous rêvez d'être soprano, vous remportez un premier prix en tant que soprano au conservatoire, une révélation de la musique classique en tant que soprano, et puis à un moment donné, effectivement, cette rencontre avec Anne Blanchard, avec la musique baroque, ça veut dire aussi qu'il faut accepter, de changer de registre, de changer de voix, et peut-être de se fermer quelques portes pour en ouvrir d'autres. Et c'est ça aussi qui a permis cette rencontre et ce travail au Festival de Beaune, c'est-à-dire de se dire, il y a des personnages forts aussi dans la musique baroque, et je vais, comme vous l'avez dit, pouvoir m'amuser aussi. Oui. Et c'est vrai que dans mon approche, je me suis jamais dit je me ferme des portes. Vous l'avez quand même vécu comme quand vous dites Traviata, par exemple. Voilà, ça c'est sûr que c'était un extrême qu'il fallait que je mette de côté, mais j'en avais conscience. Après, je dois avouer que je garde des fantasmes de soprano, et il y a dans l'histoire du chant, mais pas que du chant français, des artistes mezzo qui s'attaquent, après de nombreuses années en tant que mezzo, à un registre qui peut flirter avec le répertoire de soprano. Et quelque part, c'est ça que j'aime, c'est que dans mon choix artistique, j'aime que les portes restent ouvertes. Je me laisse guider par l'évolution de ma voix. Si ma voix doit s'orienter vers un registre beaucoup plus étoffé de mezzo, entre guillemets plus dramatique, enfin je prends avec précaution ce terme, mais ou si les aigus se développent toujours, j'aime garder en tout cas ce panel ouvert. Vous voulez dire, Gaëlle Arquez, qu'on peut pas avoir la totale maîtrise de sa voix? On peut pas prévoir? Surtout en tant que femme, c'est difficile de prévoir. La voix est tellement influencée par les hormones, par tout ce qui est... ça peut paraître anodin, et pourtant, quand on devient mère, la voix se modifie. Moi, je l'ai vécu, et je peux vraiment en témoigner que ma voix est différente aujourd'hui. Et c'est passionnant, c'est-à-dire qu'on se transforme. Alors, il y a des catégories de voix. Quand on est soprano coloratour, on peut se dire qu'on reste soprano coloratour. Ma voix est un peu ambiguë, elle a toujours été, de flirter entre deux registres. Et je prends ça vraiment comme une chance de me dire, on voit comment ça évolue. Et ce qui est vraiment passionnant, c'est que je découvre au fur et à mesure des œuvres passionnantes et des rôles que j'ai envie d'interpréter. Près des remparts de Séville,
du Manfania. J'irai chez mon ami Lo Spazia. Oui, mais toutes seules on s'ennuie, et les plaisirs sont à deux. Donc pour me tenir compagnie, j'emmènerai mon amoureux. Mon amoureux, il est au diable, je l'ai mis à la portière. Mon pauvre cœur est inconsolable, mon cœur est libre comme l'air. J'ai des galants à la douzaine, mais ils ne sont pas à mon gré. Voici la fin de la semaine. Qui veut m'aimer, je l'aimerai. Qui veut mon âme, elle est à prendre. Vous arrivez au bon moment. Je n'ai guère le temps d'attendre, car avec mon nouvel amant, près de la promesse via, chez mon ami Lo Spazia, nous danserons la ségrégate le piano di Manfania. Un extrait, Gaël Arquez, de votre interprétation de Carmen dans l'opéra de Bizet. C'était en 2017. On trouve cette interprétation dans votre album Ardente Flamme avec Paul Daniel en chef d'orchestre. C'était au tout début de votre rencontre avec ce personnage Tout de à Carmen et de votre interprétation, incarnation. Et vous nous disiez à juste titre qu'il y avait évidemment eu une évolution. Oui, Depuis, oui, qu'est-ce oui. qui a changé ? Beaucoup de choses, c'est un peu difficile à décrire. C'est déjà la rencontre avec ce personnage emblématique. Quand j'ai amorcé ma transition en tant que mezzo-soprano, c'est sûr qu'en tant que chanteuse française avec un nom espagnol, tout de suite les gens m'ont dit « mais Carmen, Carmen », et j'avais eu très peur en tout cas d'aborder ce personnage-là, ce mythe. Et donc c'est touchant pour moi de réentendre cet enregistrement parce que c'est vraiment... je mesure le chemin accompli depuis. Lors de cet enregistrement, j'avais très peu d'expérience de ce personnage sur scène, ce qui n'est plus le cas maintenant. Carmen m'accompagne et j'espère qu'elle m'accompagnera encore quelque temps parce que c'est un personnage que j'aime interpréter. Donc voilà, c'est pour moi un espèce de flashback touchant de la jeune chanteuse que j'étais il y a 7 ans. Et je mesure aussi de quelle manière ma voix s'est étoffée, de quelle manière aussi moi je me suis aussi construite en tant qu'artiste et ce que j'y amène dans mon interprétation. Il y avait donc une attente envers vous pour ce rôle et une forme de peur, j'imagine, Oui. en tout cas de peut-être une forme d'intimidation. Oui, oui. Et vous l'avez commencé ce rôle titre à Francfort. C'était plus facile d'aller le jouer à l'étranger, en terrain neutre en quelque sorte. Surtout que Francfort a été ma maison mère pendant quelques années. C'est une maison d'opéra que j'aime vraiment particulièrement. Et qui m'a donné une chance incroyable que d'interpréter des premiers rôles très très vite, dont Carmen. Et donc j'étais dans une ambiance familiale avec des gens que je connaissais très bien, un public aussi que je côtoyais régulièrement. Et donc c'était moins effrayant d'être évidemment un peu loin de tout, un peu loin de la France, de pouvoir expérimenter les choses sans qu'une attente particulière soit là, parce que c'est vrai que c'est presque étourdissant et effrayant que de oser interpréter enfin ce rôle mythique. Et donc voilà, les conditions étaient parfaites pour moi pour apprivoiser ce rôle. Dans votre formation, il y a eu une révélation, c'est une montée sur scène, l'interprétation d'un premier rôle avec le chant, le jeu, le théâtre, la musique. Effectivement, vous avez mis tout ça. C'est ça qui vous plaît, en fait. C'est ce côté spectacle total, Oui. art total, de jouer effectivement sur tous ces registres-là. Oui, tout à fait. À la base, j'ai une formation de pianiste, donc le bagage musical était important. J'avais besoin de m'exprimer quelque part au travers de la musique. Le chant a été quelque chose qui tout de suite a une immédiateté. Et la scène faisait que ça prenait une dimension tout autre. Et de pouvoir combiner tout cela, c'est pour moi un moyen d'expression
nécessaire et vital. Je me sens rarement chanteuse, je me sens beaucoup plus quelque part comédienne qui chante, parce que j'ai appris aussi un peu à maîtriser cet instrument et ne pas en faire, un objectif de perfection. C'est très dur quand on est étudiant de vouloir absolument faire ses preuves, et donc on nous attend sur des détails techniques. Mais avec l'expérience de la scène, mon plaisir évidemment est de chanter, mais c'est surtout d'interpréter, et c'est de m'oublier, de laisser place au personnage plutôt que prendre la lumière en tant que chanteuse. Est-ce qu'il y a un apprentissage de la scène, Gaëlle Arquez, de publics aussi différents, par exemple des publics un petit peu snob dans certaines villes, d'autres plus attachés à certaines œuvres que d'autres, plus familiales aussi? C'est avec l'expérience, je pense qu'on a aussi des très belles surprises d'avoir, pendant une représentation ou un concert, une sensation que, mince, le public n'est pas réceptif. Mince, il y a un silence pesant. Peut-être qu'il n'aime pas ce qu'on présente. Peut-être qu'on se pose plein de questions. Mais à l'opéra, il y a souvent des silences pesants, non? Il peut y avoir, mais au final, au moment des saluts, à la fin, on peut se prendre une belle claque aussi en se disant, mais en fait, ils s'étaient retenus. En fait, ils étaient dedans. Il y a un silence, presque le souffle coupé, où les gens attendent et n'osent pas applaudir de peur de rompre cette tension. Donc finalement, on apprend de ça, et on apprend aussi à s'en détacher. C'est-à-dire que nos propres sensations sont souvent erronées. Ça veut dire que vous vous cachez à ce moment-là dans le personnage, vous restez dans votre personnage pour ne pas vous laisser influencer aussi par cette non-réactivité et réaction du public d'abord. Oui, et puis on reste. Ce que j'aime dans l'opéra, c'est que c'est du collectif. On n'est pas seul sur scène, on est une équipe. On porte une histoire, on porte des personnages entre nous, et donc on accepte aussi que le spectacle soit accueilli de telle ou telle manière. Avec ce qui est aussi plaisant, c'est quand on a un jeune public. Ou aussi quand on a, je pense notamment à l'Opéra Comique, où ils font des représentations accessibles aux personnes avec handicap. Et donc on a des enfants, on a des adultes, mais qui réagissent malgré eux aussi quelque part, mais qui ont cette spontanéité dont on n'a pas l'habitude. Quand on va à l'opéra, on applaudit à certains moments, c'est très cadré. Et d'avoir cette spontanéité, pour nous, c'est très rafraîchissant. Alors Carmen, évidemment, c'est un rôle emblématique, on peut en citer d'autres, évidemment la belle Hélène, ou encore cette Dulcinée dont on a parlé. Qu'est-ce que vous allez chercher dans les personnages, et qu'est-ce que vous y mettez? Comment vous préparez votre mue en belle Hélène, en Carmen ou en Dulcinée? J'aime être un petit rat de laboratoire, c'est-à-dire que j'arrive un peu comme une page blanche. Ce qui m'intéresse, moi, c'est vraiment cette préparation, cette rencontre avec un metteur en scène, cette rencontre avec les autres interprètes, d'arriver avec des ingrédients, mais finalement on ne sait pas la recette finale, on ne sait pas le plat qui va aboutir de tout ça. On cuisine ensemble, on partage, on échange. C'est vraiment un ping-pong permanent, et qui, même encore pendant les représentations, évolue. Et pour moi, c'est le théâtre. C'est en ça où je me sens vraiment beaucoup plus comme une interprète de théâtre, ou en tout cas une comédienne qui va chanter, mais cette petite part d'improvisation, pour moi, elle est cruciale. C'est ce qui rend chaque spectacle unique et vivant. Et pour nous, en tant qu'interprète, on n'est pas dans quelque chose de fixe, dans des habitudes, dans une routine qui, pour moi, serait mortifère. Enfin, je ne supporterais pas de m'ennuyer, en tout cas. Est-ce qu'il y a des rôles que vous avez refusés, que vous ne voulez pas interpréter? Et sans revenir à la Traviata, est-ce qu'il y a un rêve d'un rôle que vous voulez absolument faire? J'ai plein de rêves. c'est ça qui est bien, mais des rôles que je refuse, je réfléchis. Souvent, c'est plutôt une question de timing. Y a plein de choses qui rentrent en jeu dans un choix quand on accepte un projet. C'est déjà, il faut que dans le calendrier, ça fasse sens. C'est-à-dire que de passer d'un répertoire plus léger à tout d'un coup un répertoire qui va demander une vocalité entre guillemets plus lourde, plus importante, ou juste derrière on va enchaîner avec un récital de lead mélodie, c'est pas cohérent. Donc il faut pouvoir gérer dans le temps comment on aborde sa voix, de quelle manière. Et puis après, c'est aussi, je dois dire, par rapport à une équipe artistique. Parfois des rôles peuvent nous sembler
mon premier Giulio Cesare, je dois dire qu'au départ, je m'étais dit, mais non, enfin, ça sera jamais pour moi. C'est un rôle que je trouvais très, très grave. Un rôle d'empereur, c'est compliqué quand justement on a fait des saisons à interpréter Carmen. Enfin, c'est un virage à 360 qui peut paraître vertigineux, et on se dit mais qu'est-ce que je vais apporter? Est-ce que ça va pas être ridicule finalement? Comment trouver une physicalité? Et finalement, plus les projets me paraissent loin de moi, plus quelque part ça pique ma curiosité. Et quelque part aussi, plus je m'intéresse à l'équipe artistique derrière qui a pensé à moi pour cette incongruité qui me surprend. Donc je me laisse porter par beaucoup de choses. D'abord mon instinct et ensuite l'équipe artistique. Ce qui ne vous empêche évidemment pas d'aller aussi vers les rôles masculins. Oui. À l'opéra, c'est assez commun. Mais qu'est-ce qui fait qu'on accepte ce rôle aussi? Les répertoires masculins, c'est vrai que c'était une chose qui m'était complètement étrangère et qui me mettait très mal à l'aise. J'avais l'impression j'avais peur de surjouer, de trouver une masculinité, qui était presque grotesque. Et finalement, j'ai encore eu la chance, au travers de mes rencontres avec des metteurs en scène, de m'approprier autre chose, de me découvrir aussi. On porte en nous une part de masculinité, qu'est-ce que ça veut dire être masculin aujourd'hui? Évidemment, c'est des conventions, le public sait que je suis une femme, mais c'est un travail qui est très intéressant dans la physicalité, dans l'expressivité, dans des détails qui quelque part se rapprochent un peu de mon expérience dans la danse, où une manière de marcher, une manière de se tenir, les mains trahissent énormément chez moi. De penser aux micro-gestes pour en faire une entité plus globale. Merci beaucoup Gaëlle Arquez d'être venue dans les Midis de Culture. Je rappelle que vous incarnez la belle Dulcinée de l'opéra Don Quichotte de Jules Massenet, une nouvelle production à voir à l'Opéra Bastille jusqu'au 11 juin prochain dans une mise en scène de Damiano Micheletto. Retransmission demain, le 23 mai à 19h30 sur la chaîne Culture Box de France TV et dans les cinémas. Et puis il y aura une diffusion aussi sur France Musique dans l'émission Samedi à l'Opéra. Ce sera le 29 juin prochain. Gaëlle Arquez, pour finir, nous avons choisi 2 chansons interprétées par 2 voix que vous avez beaucoup écoutées et ça n'a rien à voir avec l'opéra. L'une de Maria Carey, l'autre est de Kate Bush. Laquelle souhaitez-vous écouter? Kate Bush. She knew exactly what to do. Suiting in to fool him, she couldn't have made a worse move. She sent him scented letters, and he received them with a strange delight. Just like his wife, but how she was before the tears, and how she was before the years flew by. She was when she was beautiful. She sang the letter on. Là, je peux pas parler sur le refrain, c'est pas possible. Kate Bush, donc Babouchka, merci beaucoup Gaëlle Arquez d'être venue dans les Midis de Culture, émission préparée par Aïssatou Ndoye, Anaïs Sisbert, Cyril Marchand, Zora Vignier, Laura Dutèche-Pérez et Manon Delacelle. C'est Louise André qui réalise l'émission ce midi et à la prise de son, c'est Noé Chaban. Merci à tous et à toutes. Merci Géraldine, à demain. À demain Nicolas.